Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. Vous avez présenté votre programme jeudi dernier, on va parler de cela, mais nous avons baptisé cette émission, Dominique de Villepin, le conspirateur de l'idéal. Voilà, parce que vous donnez le sentiment toujours d'aller chercher la perfection. Et pour illustrer cette phrase, je vais vous demander de regarder quelque chose que vous connaissez bien et que la France entière connaît, parce qu'elle a eu la révélation de qui vous étiez. C'était un 14 février 2003, et vous expliquiez pourquoi la France disait non à la guerre en Irak. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Qui n'a cessé de se tenir debout, et pourtant aujourd'hui, le diagnostic commun, c'est de dire que la France décline. Je dirais plutôt que la France est dans une zone de grande turbulence et soumise à plusieurs grands risques. Le premier, c'est un risque économique, c'est le risque de voir s'effacer la France des écrans radars de la mondialisation. Nous avons de plus en plus de mal à lutter à armes égales face à des pays émergents forts, avec des taux de croissance colossaux, des 8, 9, 10%, quand nous faisons un ennemi 2%. Et puis un risque politique, un risque de frilosité, un risque de repliement sur soi, un risque de populisme, un risque de peur, tout simplement. Et je me suis posé la question, en rédigeant ce projet politique, qu'est-ce qui peut à un moment donné nous rassembler? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la France redevienne la France? Parce que la France, c'est pas ça. La France a su toujours, dans les moments difficiles, se rassembler. Vous parliez de conspirateurs de l'idéal. Vous reprenez, en le sachant, parce que vous êtes un homme de culture, monsieur Mazerolle, la formule de Clémenceau, soldat de l'idéal. Vous savez, soldat me suffit. Il suffit d'être fidèle à la tâche qui est la nôtre. Oui, nous sommes un pays qui s'est toujours fixé une ambition, qui a toujours eu l'idéal de vivre ensemble et d'être fidèle à sa vocation. Alors vous avez affirmé une ambition vraiment très directe. Jeudi, vous avez dit « Je veux réinventer le citoyen qui est le grand oublié depuis 1789 ». 200 ans d'histoire gommés par un projet ? 200 ans d'histoire gommés par l'égoïsme. 1789, c'est un grand moment d'idéal, c'est un grand moment d'aspiration. Et puis, jour après jour, le scepticisme libéral, la méfiance vis-à-vis des classes populaires a fini par l'emporter. Et on s'est dit, après tout, qu'est-ce qu'un citoyen? Un citoyen, c'est quelqu'un d'éduqué. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Un citoyen, c'est quelqu'un qui est responsable. Un citoyen, c'est quelqu'un qui a de la propriété. Et on a ainsi, peu à peu, gommé, éliminé, soumis le droit de vote à toute une série de conditions, le sens. Et le citoyen s'est trouvé très limité dans notre pays. Moi, je pense qu'il faut à nouveau réinventer ce citoyen, lui faire confiance, et pour cela, il faut lui conférer sa dignité. J'ai parlé d'un double risque, politique et économique. Comment avoir une vraie démocratie française si le citoyen ne prend pas ses responsabilités et s'il n'est pas en situation d'être digne? Alors là, resterait sa dignité, ça passe par des revenus qui permettent de vivre au moins un peu. Vous aurez l'occasion de débattre dans cette émission sur ce sujet avec le président d'ATD Quart Monde. Mais un revenu pour ceux qui n'ont aucune possibilité aujourd'hui, c'est-à-dire à 850 € par mois, est-ce que c'est vraiment réaliste, possible? Vous savez, c'est extraordinaire le réalisme. Il y a 100 ans, quand on vous disait une voiture va aller à 60 à l'heure, mais vous n'y pensez pas, cher ami, le cerveau va exploser. Quand on vous expliquait, mais on va faire en sorte que chacun puisse être soigné en France, 1945, c'est pas si loin. Vous n'y pensez pas, cher ami. Révolution de la sécurité sociale. En 58, quand on s'est dit on va sortir des jeux politiques où nous enferme le parlementarisme, on va avoir enfin un régime où on est capable de décider, le général de Gaulle. Mais cher ami, vous n'y pensez pas. Impossible. Et on l'a fait. Eh bien aujourd'hui, nous avons un rendez-vous qui est de tirer les leçons de 30 ans, 40 ans de médiocrité politique. Disons-le, nous avons les uns et les autres été déçus. Après 1981, après 1988, après 1995,
après 2002, après 2007, déçus. Et qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons une vraie République, nous voulons une République vivante. Alors il faut se donner les moyens. Et quand on constate qu'aujourd'hui, en France, il y a 8 millions de Français qui vivent avec moins de 750 €, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas au cœur de ce pays un poison, et je le dis, un poison mortel, qui est celui de sous-citoyens qui ne sont pas en mesure de remplir leur rôle de citoyen. Alors cette citoyenneté, c'est pas une citoyenneté qui est octroyée à travers une nouvelle allocation. Justement, j'élimine les allocations qui rabaissent, qui humilient, qui sont d'une telle complexité que personne ne s'y retrouve. Un revenu, pas une allocation, un revenu de 850 € pour celui qui n'a rien, avec des contreparties. La citoyenneté, il y a des contreparties. Parmi les contreparties, d'abord, vous voulez qu'ils aient une activité, ça vous en parlerez tout à l'heure, et puis vous dites, mais il y a aussi les devoirs du citoyen. Absolument. L'obligation de voter. L'obligation de voter, obligation d'être inscrit sur les listes électorales et l'obligation de vote pour participer à la vie de la cité. Le service civique obligatoire pour les jeunes de 18 à 25 ans. Service que je qualifie de citoyen. Ah oui, mais c'est très important. Parce que le service citoyen, on l'imagine un peu à l'image du service militaire. Uniquement les jeunes. Je pense que le service citoyen, ça peut être une grande ambition nationale. Un véritable service public pour remplir toute une série d'activités d'intérêt général auxquelles aujourd'hui on ne pense plus parce que nous ne vivons pas une vie collective. Nous vivons des vies individuelles, juxtaposées les unes à côté des autres. Mais il y a toute une série de services que nous pourrions remplir et qui nous changeraient la vie. Et puis l'impôt qui doit être payé par tout le monde, dès le premier euro gagné, évidemment très faiblement pour ceux qui n'ont pas de façon symbolique pour ceux qui gagnent le moins. Et jusqu'à 60% pour ceux qui gagnent le plus. Pour ceux qui gagnent au-delà d'1 million d'euros, à 60%. Et puis, est-ce que vous ne reprenez pas d'une main ce que vous accordez de l'autre? Parce que donc il y a le revenu citoyen, mais il y a l'augmentation de la TVA en moyenne de 3 points. Ce qui va payer, y compris les plus démunis? Alors, non. Justement, le système est ainsi bâti, on a un peu réfléchi parce qu'on s'est posé cette question. Augmenter la TVA, traditionnellement, c'est forcément frapper les plus démunis. Ça fait bondir tout le monde. Hein. Bah oui, mais justement, vous vous souvenez que la majorité a perdu des députés à cause de la TVA sociale. Qu'est-ce qu'on fait? On ne touche pas au taux de 5,5%, c'est-à-dire au taux des produits de première nécessité. Et on bâtit, pour le taux le plus élevé, un taux qui sera modulable de 19,6 à 24,6. On bâtit ce que j'appelle une TVA 3E, emploi, exportation et environnement. On prend en compte ces 3 critères et on module cette TVA à partir de là. C'est-à-dire que les produits fortement polluants seront plus taxés, auront un taux de TVA plus élevé. De la même façon, les produits qui sont exportés seront qui sont importés seront plus taxés, donc on pénalisera les importations de produits étrangers de façon à rétablir une règle du jeu, une réciprocité vis-à-vis de ces États qui souvent n'appliquent pas les mêmes normes que nous, normes environnementales, normes sociales, normes fiscales. Et nous aurons donc une TVA qui sera donc écomodulable, pénalisant les produits qui écologiquement ne sont pas de bons produits et qui sera en même temps social. C'est-à-dire que nous abaisserons le coût du travail de 4 points. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes de compétitivité? Donc d'un côté, on a un revenu citoyen qui certes a un coût, nous en parlerons, 30 milliards d'euros. Mais de l'autre côté, nous abaissons le coût du travail de 4 points, ce qui rendra notre pays beaucoup plus compétitif sur l'ensemble des marchés extérieurs. Alors, autre point sur lequel on se demande très précisément dans quelle filière vous vous trouvez. Vous êtes régionaliste, en tout cas décentralisateur, puisque vous voulez créer en France 8 grandes régions qui soient compétitives au niveau européen, comme le sont les Länder allemands. Et en même temps, vous voulez que ces présidents de région qui seraient élus au suffrage universel se réunissent tous les 15 jours avec le président de la République. Pourquoi? Parce que c'est des vassaux, ils viennent voir le suzerain, c'est quoi? Refondation des pouvoirs. J'ai été associé depuis 15 ans à peu près tous les grands épisodes de notre vie nationale. Et je peux aujourd'hui le dire avec beaucoup d'humilité, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas sous la gauche et ça ne marche pas sous la droite. Pourquoi ? N'importe quel chef d'entreprise, n'importe quel patron de PME vous ferait le diagnostic en très peu de temps. Ça ne marche pas parce que nous n'avons pas les outils pour gouverner la France. Avoir les outils, c'est réunir des ministres qui ont des pouvoirs. Vous réunissez une quarantaine de ministres qui
connaissent souvent médiocrement leur administration, qui n'ont aucune légitimité dans leur administration, qui n'ont aucune idée de l'avenir de l'État dans le secteur qui les concerne. Je crée 10 ministères stratégiques avec 10 grands ministres. Vous savez, trouver 10 grands ministres en France, ce n'est pas une chose facile. 10 grands ministres, des gens qui ont une expérience, des gens qui ont une vision, des gens qui ont une ambition, des gens qui sont capables de diriger leur ministère. Et je crée 8 grandes régions métropolitaines. Ça veut dire que chaque région aura une capacité de projection économique formidable, à la fois sur l'Europe et sur la mondialisation. Et effectivement, je l'ai réuni dans un conseil territorial avec le président de la République et le Premier ministre, parce que à côté de ce conseil territorial, il y aura un organisme de planification qui sera capable de penser le long terme. Ce qui fait défaut dans notre gestion de l'État, c'est l'incapacité à se projeter dans le long terme, l'incapacité à dessiner, à préparer. Là où nous voyons les Chinois, y compris avec l'archaïsme du régime chinois, avoir un avantage, c'est qu'ils sont capables, le lundi, de travailler pour le mardi et le mardi pour le mercredi. Nous, c'est un jour ceci, un jour cela. Nous passons notre temps à faire des zigzags sans esprit de continuité. Donc ce conseil territorial, il aura vocation à dessiner l'avenir de la France, à le penser, en rassemblant l'ensemble des compétences. Et à côté de cela, je crée un conseil de pilotage, un conseil stratégique pour diriger et organiser notre économie, rassemblant l'ensemble des forces du pays, les parlementaires des commissions, les partenaires sociaux, des chefs d'entreprise, les présidents de région, les ministres compétents, parce que nous avons besoin de vision, d'anticipation, de travail de fond. Ce travail de fond, il n'est pas fait. Regardez ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Nous sommes en train de voir se défaire, sur le plan économique et social, tout ce qui s'est construit en début de quinquennat. La loi TEPA, le bouclier fiscal. Le bouclier fiscal. Voilà, c'est ça la France. Tous les 5 ans, on fait et on défait. Vous me direz, c'est encore travaillé. Mais enfin, soyons sérieux, nous n'avançons pas dans le bon sens. Alors, ce projet, il prévoit plein de choses, notamment une justice vraiment indépendante pour ce qui concerne les procureurs, en tout cas. Justice indépendante, médias indépendants. Médias indépendants, mais vous avez dit vouloir l'incarner vous-même. Bon. Mais vous n'avez pas dit que vous étiez candidat. Est-ce que c'est à cause du procès Clearstream là, qui doit venir? Vous préférez attendre la fin de ce procès pour dire non, si vous êtes candidat? Ceci n'a rien à voir avec l'affaire. En matière politique, il y a des rythmes. Et j'ai voulu faire les choses dans le bon sens, ou autant que possible, parce qu'il faut être humble. Le bon sens, c'était quoi? Marquer mon indépendance et l'originalité de ma position politique. Moi, je suis quelqu'un animé par une ambition et ayant une certaine expérience. Mais je ne veux être prisonnier d'aucun clan et d'aucun parti. J'ai donc décidé de ne pas renouveler ma carte à l'UMP et de créer un nouveau mouvement, République Solidaire, qui est un mouvement de rassemblement. J'ai présenté un projet, et bien sûr, l'étape ultime, c'est de savoir qui va incarner ce projet. Oui, mais ce n'est pas le moment. Il n'y a pas aujourd'hui un seul candidat déclaré à l'élection présidentielle. Tout simplement parce que ce n'est pas le moment. Si vous étiez candidat, est-ce que vous avez conscience que vous risquez de faire perdre votre camp? Ah mais j'ai d'autant moins conscience qu'il s'agit de faire perdre mon camp que pour le moment, mon camp, comme vous dites, est... C'est à droite. Oui, mon camp, la droite, comme vous dites, même si certains disent que mon projet est aussi de gauche. Donc vous voyez, finalement, le gaullisme, c'est bien effectivement au-dessus de la droite et au-dessus de la gauche. Mais ils n'ont pas besoin de moi pour perdre. Ils se débrouillent très bien. Laissez-les faire. Au contraire, je crois que si on veut se fixer le seul objectif qui vaille, c'est de faire gagner la France. Enfin, cette échéance de 2012, elle ne ressemble pas aux autres. Elle ne ressemble pas aux autres, tout simplement parce que si nous ratons cette échéance de 2012, comme malheureusement l'échéance de 2007 n'a pas été réussie, eh bien la France va effectivement s'abaisser. Nous n'aurons pas la possibilité de compter dans l'Europe et dans la mondialisation. Vous êtes toujours à droite? Je suis, puisque c'est comme cela qu'on classe aujourd'hui les gaullistes. Très bien, moi je ne veux pas me battre pour savoir où on est sur l'échiquier politique, mais je prends les idées là où elles me paraissent bonnes, et surtout, je veux porter un idéal social, gaulliste, de rassemblement, qui me paraît aujourd'hui adapté aux besoins de la France. Est-ce que vous n'êtes pas sur un terrain très encombré? Il y a également Jean-Louis Borloo, François Bayrou, bref, le centre, puisqu'on vous situe au centre, pour un gaulliste c'est curieux, puisqu'on vous situe au centre, il y a pléthore de candidatures, potentielles en tout cas. Pour cela,
Attendons. Vous savez, il suffit parfois d'attendre et d'être patient pour voir le paysage se clarifier. Le paysage va se clarifier. Et il se clarifiera à l'automne, au début de l'hiver. Nous verrons effectivement qui sera susceptible de porter d'abord un projet. Mais vous êtes en concurrence avec Jean-Louis Borloo? Je ne suis absolument pas en concurrence avec Jean-Louis Borloo. Je n'ai pas entendu que Jean-Louis Borloo, pour le moment, soit candidat à l'élection présidentielle. Il rassemble des forces, il veut constituer une force politique capable de peser dans le paysage des partis politiques. Non, il n'y a pas de concurrence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées, qu'on se retrouve après sur des idées communes, qu'on avance à partir de ces idées. Voilà une démarche qui me paraît saine. Ne partons pas des individus, ne partons pas des ambitions personnelles, partons du besoin, des besoins des Français.